On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a certains enjeux sur le plan municipal que vous allez entendre parler au cours des prochains mois. Il y a le conseiller Yvan Berthelot qui a ramené cette question à l'ordre du jour tout à fait pertinente avec les hivers que nous connaissons. Doit-on encore une fois investir, payer de l'argent pour entretenir les patinoires de la bande du canal, surtout celles de Saint-Jean, celles de Saint-Luc, ou même à la rigueur, on peut poser la même question pour les patinoires dans les quartiers. Disons que ce ne sera pas, bien sûr, un hiver record. Mais d'abord, un autre enjeu. Vous savez qu'il y a certains conseillers qui remettent en question le nombre de sens uniques. Mais il y a un conseiller municipal qui s'appelle Jean Fontaine et lui, il remet en question le nombre de panneaux d'arrêt, les fameux stops. Il juge qu'il y en a trop. Il y a parfois de ces débats qui sont inépuisables dans le domaine municipal, celui des panneaux d'arrêt, ce qu'on appelle les stops. Y a-t-il, oui ou non, trop de panneaux d'arrêt actuellement dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? L'un de ceux pour qui le sujet lui est très, très cher, c'est le conseiller du district Saint-Eugène, Jean Fontaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Pourquoi cette fixation sur les panneaux d'arrêt? Je tiens à dire que j'ai beaucoup d'autres dossiers qui sont 100 fois plus prioritaires que ceux-là. Sauf que je trouve qu'on est capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Je suis capable de faire mes dossiers, d'aller dans mes comités, mais je circule dans la ville comme n'importe qui d'autre. Et m'arrêter pour rien dans des endroits où je n'aurais pas besoin de m'arrêter, où ça ne nuit pas à la sécurité des gens. Je me le fais dire depuis que c'est dans le journal puis depuis que j'en parle davantage. Je me fais arrêter souvent et... En tout cas, c'est un débat qui est très polarisé, mais j'ai l'impression qu'on va en parler. Là. Bon. En même temps, il faut quand même le rappeler, au moment de votre élection en 2005, votre élection est somme toute due en partie à l'instauration d'un stop qui était face au club de golf, qui visiblement ne faisait pas le bonheur des citoyens de Saint-Eugène. Et quand vous êtes arrivé en poste, l'un de vos arguments, c'était de dire, bien moi, si je suis élu, je vais enlever ce stop-là. Oui, mais mon entrée en politique, c'est en 2002 que je l'ai faite. Donc, j'avais beaucoup d'autres sujets que ça. Puis moi, en 2002, quand j'ai perdu, je me retournais à Montréal. Moi, j'enseigne à Montréal, puis je me retournais là. Et quand j'étais sur le bord de signer un bail à Montréal, ironiquement, à cette époque-là, et quand le stop est arrivé, je suis comme fait, oh, bien peut-être que c'est un signe du destin qui fait que je vais peut-être rester dans mon quartier. Puis là, j'avais des pressions sur moi de regarder ce stop-là. Puis, tu sais, c'était... Bon. Mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué, puis aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis encore marqué par ça. Est-ce que votre carrière politique est marquée par l'histoire de ce stop sur Jacques-Cartier-Sud? Je le nie pas, ça m'a mis au monde. Bon. Mais en même temps, prenons l'exemple. C'est un stop qui finalement a été retiré. Il n'a pas été là très, très longtemps. Non. Mais pourquoi, prenons l'exemple de celui-ci, pourquoi avait-il été installé et pourquoi finalement l'a-t-on retiré? Bien, c'était pour faciliter l'accès aux golfeurs là, des deux côtés de la rue. Cependant, mettre un stop sur une collectrice, en plein milieu d'une collectrice où on roule 50, c'est complètement... On ne fait jamais ça. On le fait, mais de façon très rare. On l'a fait sur Baillargeon, sur Douglas, mais c'est parce que ça, c'était fondamental. Mais sur Jacques-Cartier, c'était pas fondamental. Puis l'argumentaire qui revenait, c'est que les golfeurs ont 4 heures pour jouer au golf et ils ont 5 minutes pour passer. Sauf que, avec le temps, dans Saint-Eugène, je suis content parce que ça a conscientisé tout le monde. Quand on voit des golfeurs, on s'arrête, stop. Bien, il n'y a pas de stop, mais je veux dire, on la voit, la traverse. Là, il y a une courtoisie qui s'installe. Il y a une courtoisie qui s'installe, puis c'est même plus un débat. Bon. Mais un stop de trop, ça ressemble à quoi? Prenons l'exemple de votre quartier dans Saint-Eugène. Est-ce qu'il y a déjà en tête, vous dites, là, il y a des rues, là, il y a des places, il y a des intersections où vous vous dites le panneau d'arrêt n'a pas d'affaire? Pas plusieurs. L'exemple que je donne toujours, c'est sur la rue Smith. Si on était, mettons, au coin de la rue Saint-Maurice, puis on s'en va vers le parc Joie-de-Vivre, c'est une mer de stop. Puis il y a peut-être, je ne sais pas moi, 25 autos à l'heure qui passent là. Donc pourquoi s'arrêter à chaque coin de rue? Tu sais, à un moment donné, c'est une fixation. On t'en enlève un, puis ça ne paraît même pas. Donc, puis ça, ces exemples-là sont répétés à la grandeur de la ville. Est-ce que les panneaux d'arrêt contribuent à ralentir les véhicules ou si pour vous, c'est plutôt le contraire? Ça permet des décollages parfois plus bruyants qu'autre chose à chacune des intersections. Trop d'arrêts mène à ce que vous venez de dire. Trop d'arrêts mène au fait que là, tu t'arrêtes, bon, je m'arrête. Tu sais. Sur la rue Saint-Paul, entre autres, on en a posé quelques-uns là, avec des traverses et puis on arrête à chaque coin de rue. Je pense pas que ce soit bénéfique là non plus. Donc, dans le fond, moi, ce que je veux, tu sais, je veux qu'on enlève ceux qui sont superflus. Peut-être qu'on peut en déplacer d'autres dans d'autres endroits aussi. Puis aussi, ce que je dis toujours au conseil, c'est pas juste une question d'arrêt. C'est sûr et certain que les gens sont préoccupés par la vitesse, on s'entend. Puis il y a plusieurs façons d'enrayer la vitesse
que par des arrêts. Bon. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est un débat qui est très, très, très polarisé. Oui. Puis en plus de ça, si on remonte, il y a quand même quelques décennies, moi, au début de ma carrière, il y a près de 30 ans, le maire de l'époque, d'Albert Deschambault, qui était, je dirais pas un anti-stop, mais un peu comme vous, qui trouvait qu'on en avait trop. Et je me rappelle encore de plusieurs interventions des conseillers de l'époque qui avaient des problématiques de circulation, qui disaient, Monsieur Deschambault, moi, je vais avoir un stop à tel endroit. Et d'Albert Deschambault disait, encore un stop. Puis là, il dit, après ça, il dit, la même madame qui vous a appelé va vous rappeler la semaine d'après pour vous dire que ça fait du bruit au coin de rue parce que la personne décolle. Exactement. Donc, on voit, on est 30 ans plus tard, puis on parle encore de la même chose. Je vais vous conter une anecdote. Moi, j'ai téléphoné aux policiers au cours de l'été dernier parce qu'il y a quelqu'un qui circulait en fou dans ma rue. Oui. Et la policière qui est venue prendre ma déposition, parce que j'habite dans une courbe dans le quartier NDL, elle me dit, bien, Monsieur Latour, vous devriez contacter votre conseillère municipale pour lui demander d'installer un dos d'âne en avant de chez vous. Ah, ça, là. Mais c'est la policière qui m'a suggéré ça. Évidemment, j'en ai pas parlé à ma conseillère parce que, honnêtement, je ne suis pas convaincu de la suite des choses. Évidemment, je suis vos débats au conseil municipal et je ne me rappelle pas d'avoir entendu des débats de la sorte par rapport au dos d'âne. Absolument. Un dos d'âne, à mon avis, c'est encore pire qu'un stop parce que les personnes, là, les dos d'âne, c'est souvent en plein milieu d'une rue. On le voit arriver, les gens arrivent, le passent, et qu'est-ce qu'ils font tout de suite après? Bien, ils accélèrent en fou parce que tu les as déçus là, d'arrêter comme ça en plein milieu d'une rue. L'hiver, ça faisait craquer certains solages. Non, je veux dire, au conseil, on est pas mal tous convaincus que ce n'est pas la solution. Bon, il y a déjà eu, rappelons-le, et d'ailleurs, cette rue avait été surnommée par le Canada français Berthier-les-Chameaux. Ah. La fameuse rue Berthier en face du Canadian Tire, évidemment, jusqu'au quartier Normandie, où finalement les dos d'âne ont été enlevés. Par contre, prenons l'exemple de la rue Macmillan, où il y a les travaux de l'hôpital. On vient d'installer, je ne sais pas comment on les appelle, mais des dos d'âne un peu surélevés. C'est-à-dire que c'est l'intersection au grand complet qui est comme surélevée. Donc, on doit inévitablement ralentir pour monter et ensuite ralentir pour descendre. Est-ce que ça, pour vous, est-ce que c'est mieux que le dos d'âne traditionnel? Absolument. J'adore ça. Ça, là, c'est le meilleur exemple. C'est pas contraignant. Il faut que tu ralentisses. Bon, tu passes et la vitesse se ralentit. Puis il y en a un coin de Mailloux aussi qui a été essayé, au coin de Mailloux et Saint-Gérard. Et la vitesse, je suis sûr, a diminué là. Donc, c'est une façon, oui, c'est une des multiples façons de ralentir le trafic. Bon. Pourquoi avoir ramené cette question-là, d'avoir ramené le débat? Là, il y a quelques conseils. Bon, d'ailleurs, on a vu, il y a un article dans le Canada français aussi il y a 2 semaines, où vous ramenez un peu le débat. Et c'est très drôle parce que là, vous faites votre intervention, le conseiller Larivière à Iberville, qui visiblement est de l'autre école de pensée, qui dit non, il faut des stops pour ralentir les gens. Donc, il a rajouté qu'il y a peut-être trop de stops dans son district, il l'a dit. En même temps. En même temps. Et il y a d'autres conseillers qui en ont rajouté pour dire qu'il y a peut-être trop de sens unique. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Que je suis d'accord. Qu'il y a trop de sens unique? Absolument. Ça ne fonctionne pas dans le centre-ville. On est parti d'une bonne idée sur plan, ça pouvait être correct, mais circuler dans le centre-ville depuis les sens uniques, c'est difficile, c'est laborieux. C'est laborieux, puis les exemples là, sont bien décrits dans le Canada français de cette semaine, là, où on arrive, par exemple, sur Champlain, puis là, bien, on va aller prendre le pont. Donc, théoriquement, tu devrais tourner à gauche pour prendre le pont, mais là, il faut que tu tournes à droite, puis là, tu reviens. Puis... En tout cas, mais ça, c'est un autre débat. Mais cela dit, pour la vitesse, moi, ce que je propose, c'est vraiment... Parce que là, on est en année électorale. On s'entend, puis le débat, on se l'est dit, il est tellement polarisé que je pense pas qu'aucun conseiller veut s'embarquer là-dedans. Puis moi, ce que je réalise depuis 12 ans que je suis en politique, c'est qu'on gagne nos débats tranquillement. Et on plante ça un peu dans la tête des gens. Puis moi, je pense qu'une campagne électorale, ça serait le temps de débattre de cette idée-là. Puis le nouveau conseil, à ce moment-là, pourra prendre acte. Je refais ma demande au conseil, je vais la refaire d'engager une firme ou carrément demander à notre comité de circulation de regarder où est-ce qu'on peut en enlever, peut-être en déplacer, mettre des intersections surélevées, mettre du marquage au sol. En fait, toutes les mesures qu'on peut prendre pour ralentir le trafic, c'est ça le but, là. Parce que vous risquez également, si parfois vous retirez un panneau à un endroit, il y a peut-être encore là des citoyens qui vont être pour, mais il y a peut-être des citoyens qui vont être contre également. C'est 50-50. Il n'y a pas de gagnant là-dedans. C'est pour ça que le conseil... C'est ça que je dis, c'est pas une priorité du conseil. Puis en même temps, je comprends que ce ne soit pas une priorité du conseil. Sauf que je redis, je répète, on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Si vous dites que vous souhaitez, dans le fond, avoir une étude là-dessus, est-ce qu'on serait en mesure de comparer avec aussi des villes comparables? C'est-à-dire, est-ce que nous, à Saint-Jean, est-ce qu'on a plus de stops
qu'une autre ville comparable? Ça, poser la question, c'est y répondre. On va tout ailleurs, puis on le voit tous, la Saint-Jean, là. Ça a été une culture, puis c'est pas de la faute... C'est une culture. C'est ça. C'était pas de la faute des conseillers en poste présentement, c'est peut-être pas nécessairement des fonctionnaires, t'en ajoutes avec le temps. Puis vous l'avez dit, à l'époque des Chambeaux, t'en ajoutes. Il y a peut-être juste avec Gilles ou avec M. Dolbec, où là, Mais prenons un autre exemple où un stop a été ajouté, et à mon humble avis, il semble justifié, sur la rue Douglas, coin Marie-de-Rome, face au concessionnaire Racine, où c'était extrêmement difficile de s'engager sur Douglas quand on est sur Marie-de-Rome. Là. Absolument. Donc, lui, il est justifié. Oui. Je vais vous en parler. Oui, lui, sur l'île Sainte-Thérèse aussi, j'ai voté pour, je les ai appuyés. Mais, par exemple, on avait au Conseil là, une recommandation, là, on en rajoutait 9 dans le coin de la rue Neuve-France, puis boulevard Normandie. Oui. 9 à peu près. C'est sûr que la conseillère a dit ça, puis là, le débat faisait rage en même temps, donc le dossier a été retiré, mais pourquoi qu'on en ajoute 9? Je veux dire, c'est quoi le problème dans ce coin-là? Est-ce qu'on entend parler qu'il y a des problématiques d'accidents? Des fois, c'est pour se modeler au cas de la sécurité routière, mais je veux dire, en même temps, qui va venir surveiller ça? Puis je veux dire, non, à mon avis, il y en a vraiment trop. Il faut revoir tout ça. Et je pense que là, ça serait le temps que le comité se penche là-dessus pour nous faire des recommandations au début d'un conseil, parce qu'on pourrait essayer ça au début du prochain conseil, s'ajuster, revenir. Tu sais, c'est pas coulé dans le béton, toute cette histoire-là. Donc, on pourrait faire des tests dans certains endroits, certains quartiers. Puis je vais vous donner un exemple d'un stop là, le mot, c'est me répugne. Oui. Parce que toute Saint-Eugène passe là. Je passe là tous les jours. C'est le stop au coin du nouveau parc du 22e régiment. Oui, juste ici. Oui. Vous parlez des doubles stops, là. Exactement. Donc, on arrête au nautique, on est déjà arrêté. On ne fait même pas 10 mètres, 15, 20 mètres. On s'arrête encore. Puis je me souviens, quand ce stop-là a été instauré, c'est pour dire s'il y avait des personnes handicapées ou des aveugles qui voudraient traverser la rue pour aller au parc, bien là, c'est pour faire ça. Et lui, il est trop. Bien, il est trop. Tout le monde l'a dit qu'il est trop. Mais pourquoi on ne l'enlève pas? Ah, bien, c'est ça. Pourquoi on ne l'enlève pas? Allez-vous en faire la suggestion? Ça ferait partie d'un plan. Tu sais, je parle de lui, mais il y en a d'autres dans Saint-Jean. Celui sur Notre-Dame que je parle toujours, là, qui est Notre-Dame puis au coin de la Tour. Là, ce stop-là aussi est superflu. Tu sais, il y en a quelques-uns de superflus. Il faut se le dire. Il faut se le dire, il y en a quelques-uns de superflus. Est-ce que vous souhaitez que les citoyens en parlent à leurs conseillers municipaux? Oui. Même à la limite que les citoyens se mobilisent et tentent d'aller chercher une certaine solidarité ou un certain accord pour être capable de faire pousser ça? Absolument. Puis, regardez, dans un autre dossier, les citoyens, là, pour asphalter les rues, les citoyens se sont mobilisés, puis c'est la façon, des façons. Tu sais, moi, je suis là depuis quelques années, puis quand on veut que quelque chose change, bien, il faut que ça parte des citoyens. Ouais. Alors moi, je lance l'idée, mais comme je dis, c'est pas le débat qui fait rage, c'est pas le débat de l'heure. Sauf que quand le Canada français m'a appuyé sur cette question-là, l'éditorialisme m'a appuyé, on le sait qu'il y en a trop. Tu sais, puis en même temps, puis là, dans l'article aussi, c'était bien mentionné qu'on en a trop dans notre quartier. Non, c'est l'inverse. On en a trop ailleurs, dans notre quartier, il n'y en a jamais assez. Donc là, on veut s'arrêter, puis en tout cas, c'est ça qui est l'histoire. On verra la suite. Merci, Jean Fontaine. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de patinoire, principalement sur la bande du canal. Doit-on encore investir de l'argent pour entretenir une patinoire sur laquelle, finalement, les gens ne patinent que très rarement durant l'hiver? Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres, on parle de plein air. Oui, avec notre chroniqueur François Laramée et toi du Junior 3A des Ports. Avec William Leclerc, Olivier Chalifour. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Vous
savez, depuis plusieurs années maintenant, on n'a plus les hivers qu'on avait il y a jadis plusieurs décennies, si bien qu'il est très, très, très difficile d'avoir des patinoires sur de longues périodes, même dans les quartiers, mais surtout sur la bande du canal à Saint-Luc, mais encore plus sur la portion bande du canal, la partie Saint-Jean, entre la rue Saint-Paul et la rue Notre-Dame. Donc, la question qui a d'ailleurs été relancée à l'occasion de la dernière séance du conseil municipal par le conseiller Yvan Berthelot, doit-on continuer de mettre de l'argent dans l'entretien d'une patinoire sur laquelle, finalement, on ne patine que très, très peu? Yvan Berthelot est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que poser la question, c'est un peu y répondre? Bien, je ne voudrais pas y répondre au nom du conseil, mais c'est sûr que moi, je demeure en face de la bande du canal, donc au centre-ville. Et quand je vois depuis des années, vous vous souvenez, hockey d'antan a vraiment été à perte à cause d'une mauvaise météo. La patinoire n'était pas correcte. Depuis 2 ans, si on peut dire un bon terme de hockey, on se fait blanchir. 0 journée où on a pu patiner. 0. 0. 0 l'année passée, 0 cette année. Il y a tout de même des frais à ça. Puis je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà une patinoire à Saint-Luc qui répond très bien aux besoins de la population. Alors je pense qu'il faut miser sur celle-là. Puis je pense que dans un avenir rapproché, c'est pour ça que je dis qu'il faut se poser la question, parce que je vois plus loin que ça, je pense que c'est un incontournable, ça va prendre une glace artificielle au centre-ville. Je pense que ça, pas mal tout le monde est assez d'accord là-dessus que d'avoir une patinoire un peu semblable à celle de la place Diouville à Québec, où on est capable d'avoir une patinoire réfrigérée. Donc, si une journée, il fait +2, ou le lendemain, il fait -4, ou +6, ou -6, on est capable d'avoir, pendant une période donnée, une activité de patinage, là. Mais on pourrait patiner du mois de novembre au mois d'avril, je veux dire, tandis que là, on a 0 jours de patinage. Alors, je pense que une ville comme Saint-Jean, 96 000 de population, les gens sont habitués à avoir des patinoires l'hiver. On regarde, on est en pleine semaine de relâche. 0 possibilité de patiner à l'extérieur, ni ici, ni à Montréal, nulle part ailleurs, sauf des patinoires réfrigérées. Bon. Je me rappelle, en 2013, au moment de la campagne électorale, j'animais le débat des candidats à la mairie et une des questions que j'avais posées, c'était là-dessus. Parce que moi-même, dans les années précédentes 2013, j'avais constaté, comme tout le monde, que c'est rare qu'on puisse patiner très, très longtemps. Et pour mal faire ou pour bien faire, l'hiver 2013-14 a été l'hiver où je pense que la bande du canal a été ouverte pendant 45 jours. Oui. Et j'avais reposé la question au maire au printemps en disant, bien là, on vient d'avoir une super année. Donc là, la question ne se pose plus. Mais pourtant, hiver 2015, hiver 2016, hiver 2017, on le vit en ce moment. On en revient encore ou à peu près. Donc si on regarde ça sur 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, je ne sais pas si on a établi des moyennes, mais la moyenne doit être assez faible, merci. Là. On a établi des moyennes. J'ai fait sortir tous les chiffres. J'ai fait faire même des études d'épaisseur de glace, de thermographie. Moi, j'ai fait sortir vraiment pour connaître. Et on se rend compte, on a pris vraiment une lecture au 10 février cette année. Puis on voit vraiment que le secteur Saint-Jean, là où est le patinoire du canal, si on veut, là, il n'y a aucune possibilité de pouvoir entrer sur la glace pour l'entretenir. Parce que ce n'est pas seulement les patineurs, il faut aussi avoir de... Puis on se souvient que au cours des ans, combien de fois qu'on a vu des camions s'enliser, des tracteurs qui ont défoncé la glace. Bon, c'est vraiment pas un endroit pour faire une patinoire, c'est pas génial, parce que la glace, ça se trouve environ 8 pieds en dessous du sol. Donc, on sait que très bien que le moindrement qu'il y a un petit réchauffement, mais les veines, la nappe phréatique, elle se vide, puis c'est très difficile de maintenir une glace dans ces conditions-là. Est-ce qu'il est vrai de dire qu'il... En tout cas, moi, mon souvenir d'enfant, c'est qu'on patinait sur la bande du canal puis que c'était ouvert quand même plusieurs fois, plusieurs journées, plusieurs semaines dans l'année. Mais c'est peut-être un souvenir qui est altéré parce que j'étais jeune puis je me rappelle juste des belles journées, non pas des moins belles. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est parce qu'on a vraiment une impression que nos hivers sont tellement en dents de scie au niveau température qu'on n'est même pas capable d'avoir un continuum de glace, là? Mais moi, je pense que nos hivers sont plus en dents de scie qu'ils l'étaient. On s'en rend compte, c'est très difficile de se rendre à la semaine de relâche puis avoir des patinoires extérieures, encore plus difficile quand c'est des patinoires comme la bande du canal. Alors, je pense qu'on a des hivers, qu'on le sait, on a des extrêmes. Je ne dirais pas que l'année prochaine, on n'aura pas des températures de -30 pendant un mois, c'est possible. Mais quand on regarde dans le long terme, on est perdant. Alors, je pense qu'il faut commencer à penser à investir dans des infrastructures qui vont vraiment donner des loisirs à la population et aussi amener une activité au centre-ville. On investit beaucoup dans notre centre-ville, mais entre le mois de novembre et le mois d'avril, pas grand-chose à faire. Bien, si on pouvait y investir en une glace réfrigérée, je pense que ça mettrait beaucoup d'animation dans notre centre-ville l'hiver. Bon, actuellement, est-ce qu'on sait combien coûte l'entretien
de la patinoire de la bande du canal, secteur Saint-Jean, secteur Saint-Luc et même les patinoires dans les quartiers. Est-ce que ces chiffres-là ont déjà été ventilés par le service des loisirs? Oui, tout à fait. Chaque patinoire là, du canal, à Saint-Luc et Saint-Jean, lorsqu'elles sont en opération, coûtent environ 50 000 par année. Lorsqu'ils sont pas en opération, ça va de soi qu'on a des coûts de location, on n'a pas de main-d'œuvre, ça coûte moins cher, comme cette année à Saint-Jean, peut-être ça va coûter 25 000. Mais lorsqu'elles sont en opération, donc, on pense environ 50 000 Mais si elles sont en opération, la dépense devient en quelque part justifiée. Ah, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Par contre, si ça ne patine pas, ça coûte 25 000 quand même. Ah oui, tout à fait. Minimum. Minimum. Pour les deux? Oui, chacune. 25 000 chacune? Chacune. Parce qu'il faut tout de même entretenir un peu. Les travaux publics viennent déneiger si c'est possible. Ils viennent boire la glace, prendre des mesures, ils vont arroser, puis s'ils arrosent, OK. puis... Donc, patine pas, c'est ouais, minimum environ. 25 000 Ouais. chacune. Ouais. Et là, si ça patine, évidemment, ça peut grimper. Ouais. Par contre, celle de la bande du canal dans le secteur Saint-Luc est moins à risque ou si elle aussi, elle subit un peu les contre-coups de la température? Elle subit un petit peu, mais elle est beaucoup moins à risque. Depuis des années, Saint-Luc double pratiquement le secteur Saint-Jean au niveau du nombre de journées de patinage. Puis on a toutes nos patinoires de quartier aussi. Oui. Donc, nos patinoires de quartier, lorsque c'est des organismes qui s'en occupent, il y a des bénévoles, ils nous coûtent environ 9 000 par patinoire. Par patinoire. Lorsque c'est les travaux publics ou encore si c'est quelqu'un d'autre, si on va en contrat, par exemple, ça nous coûte 15 000 Alors, la différence étant qu'il y a du bénévolat pour environ 6 000 dans les organismes de loisirs de quartier. Est-ce que vous posez la question allant même jusqu'à remettre en question les patinoires dans les quartiers? On n'en est pas là. Je sais que, je pense, Montréal a commencé à remettre ça Oui. en question, puis ils font de plus en plus de glace artificielle. Vous savez, j'avais débuté un dossier avec le Canadien de Montréal pour avoir Oui. une patinoire du Canadien de Montréal à Saint-Jean. Ça prend beaucoup trop de temps, ça ne semble pas fonctionner. Alors, je pense qu'il faut qu'on prenne vraiment l'initiative. Moi, je vais travailler au prochain budget. On a des réserves financières pour le faire sans choc sur le compte de taxes des citoyens, capable de vraiment de prendre cette commande-là puis donner un bon service à la population. Parce que les patinoires dans les quartiers, de mémoire, il y en a quoi? Il y en a 25, 28 ou à peu Ah, près? il y en a, oui, je pense que c'est au-dessus de 2 douzaines, oui, Donc, effectivement. tout oui. près, disons, de 28, 20, Ouais, 28. 30 patinoires de quartier. Moi, je regarde encore celle dans mon quartier, NDL, qui est une patinoire qui est asphaltée. Ouais. Donc, elle est plus difficile au niveau de la prise de glace. Et honnêtement, je passe là tous les jours. Elle a été ouverte quelques jours cette année, mais très, très peu. Là. Ça fait des semaines et des semaines qu'il ne se passe plus rien. Là. Et là, elle est 100 sur l'asphalte. Et là, c'est 100 asphalte. C'est là. comme dans terminé, NDA. là. Comme dans NDA, c'est pareil. J'ai passé hier ou avant-hier, puis il n'y a plus un morceau de glace là-dessus. Même cette année, le service des loisirs a pris la décision finalement de ne pas installer d'anneaux de glace dans la cour arrière de l'aréna. Parce que ça faisait quoi, 2-3 ans qu'on faisait Ouais. ça? Ouais. Et là, finalement, le service des loisirs a décidé de décliner cette approche. Est-ce que c'était là aussi, encore une fois, une patinoire de plus à entretenir, qui était complexe d'entretien, même si on avait la Zamboni à côté? Bien, c'est moi qui avais demandé, quand j'ai initié le projet, j'avais demandé en 2012 ou quelque chose comme ça, de faire un test, de voir ce que ça donnait. Et puis, effectivement, on se rend compte qu'encore là, ça dégèle très vite, c'est dur à entretenir. Ça serait peut-être un bel endroit, par exemple, pour y mettre une glace artificielle. Moi, je vois 2 endroits au centre-ville, effectivement sur la rue Frontenac, à cet endroit-là, ou bien où ce qui est l'ancien crevier, là, où lorsqu'on fait les travaux, on sait que le bout de la rue Saint-Charles qui sort à côté du pont va être fermé. Donc, on peut tout réaménager ce secteur-là pour en faire une patinoire qui va être presque en face du cinéma. Donc, ça sera un endroit en plein centre-ville. Alors, moi, je vais demander, en tout cas, au conseil de donner vraiment un mandat à l'administration de faire une étude là-dessus. Est-ce que, parce que l'espace entre la place publique et le futur pont Gouin ne serait pas suffisamment grande pour accueillir une patinoire tout juste à côté de l'entrée du pont? Bien, moi, au début, je trouvais ça génial parce que, encore là, ça fait des années que j'en parle. Là, fait que, je me disais, le pont va arriver là. On pourrait peut-être faire la Zamboli en dessous, peut-être le chalet des patineurs. On va économiser de l'argent. Mais le pont, il va prendre presque les 2 tiers de l'espace. Donc, il y aura pas assez d'espace. Puis, il y a aussi, il faut se poser la question, le bruit, là, au niveau de décibels des autos qui vont passer sur le pont. Peut-être les résidus de calcium et tout ça, ça peut voler peut-être jusqu'à 100 pieds, ça. Et le terrain de l'ancienne station de Crevier appartient à la Ville? Oui, bien là, on a des petits démêlants en justice encore là-dessus. Là. Il y a eu appel et tout ça sur la décontamination, le prix du terrain. Ça appartient tout de même à la Ville. Ça appartient à la Ville.
Donc, la ville va devoir le réaménager. Donc, ce serait peut-être un endroit. Bon, je comprends qu'on a souvent en tête l'exemple de la place du Ville à Québec, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres villes au Québec qui se sont munies de glaces réfrigérées en plein air? Bien, il y en a beaucoup dans le cadre du programme du Canadien de Montréal. Le Ouais. Canadien pour l'enfance, là, il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs à Montréal, il y en a eu à Laval. Je pense qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a eu à Québec. Enfin, il y en a fait dans plusieurs régions. Ça, nous, on s'est inscrits et on pensait avoir de bonnes chances, mais c'est comme n'importe quoi. Quand tu connais quelqu'un, comme on dit, qui est sur le conseil décisionnel, ça influence beaucoup plus et ça aide lorsqu'on n'a pas pu avoir. Est-ce qu'on sait à peu près là, combien ça peut coûter une patinoire réfrigérée en plein air? Entre 2 et 3 millions de dollars. Quand même. Ah oui, c'est une grosse infrastructure, mais quand on a une population de 96 000 de population, on veut que nos gens, que nos jeunes ne traînent pas dans les rues l'hiver, qu'ils puissent effectivement faire de l'exercice, faire du sport, loisir. Ça fait partie d'une desserte au niveau loisir, comme toutes celles qu'on offre au soccer ou aux jeunes qui jouent au hockey ou d'autres sports. Alors, je pense que c'est de quoi que la Ville de Saint-Jean a les moyens de se payer, sa population a les moyens de se payer. Puis ça va servir aussi à dynamiser son centre-ville, ça va de soi. Oui, parce que là, il y a une pierre deux coups. Là. Il y a l'activité patinage, mais en même temps, tout le volet économique relié à l'activité. Oui, mais regardez, on parle de la patinoire Youville à Québec. Regardez autour comment il y a des gens dans les restos, vont prendre un café. Écoute, il y a de l'animation, il y a de la vie en plein hiver. Alors, je pense qu'on peut faire ce genre de patinoire au centre-ville de Saint-Jean. En tout cas, c'est un projet que j'espère qu'on ne mettra pas sur la glace. Oui, c'est ça. C'est un projet que moi, je vais pousser beaucoup au prochain budget. On travaille déjà dessus. Mettre ça au programme triennal d'immobilisation. Je pense que dans le cadre financier, vous savez comment je tiens au cadre financier. Alors, je pense qu'on peut, dans le cadre financier, y injecter ce projet-là qui va être bon pour toute la population. Yvan Berthelot, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Vous avez jusqu'au 17 mars pour vous exprimer sur l'avenir de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a eu plusieurs scénarios qui ont été élaborés, fermeture de pistes, prolongement de pistes. Bref, il y a eu une consultation populaire qui se déroule et qui se tient encore une fois. Vous pouvez vous exprimer sur la question en allant sur le lien Internet qui est au bas de l'écran, donc jusqu'au 17 mars, après quoi le conseil municipal prendra une décision ce printemps. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Voici un rappel de la grille horaire de cette émission. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, toujours, entre-temps, si vous désirez bien sûr m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Bye bye.